Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Veiller dans le cadre de ses missions à la transparence, la bonne gouvernance et la reddition des comptes. La Cour des comptes vient de rendre dans ce cadre public son rapport annuel relatif aux résultats des activités pour la période 2002-2023. Un rapport qui détaille et décortique les actions entreprises pour une meilleure gestion des finances publiques, zoom sur les conclusions et les recommandations cruciales pour le futur financier du Maroc. Pour comprendre l'importance de ce rapport annuel, l'importance du travail de la Cour des comptes, ses orientations stratégiques, ses objectifs pédagogiques, mais aussi ses principales recommandations, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Mohamed Kamal Daoudi, rapporteur général de la Cour des comptes. Monsieur Daoudi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, Monsieur Daoudi, quelle est l'importance de ce rapport annuel de la Cour des comptes qui est maintenant rendu public, il est accessible même au grand public sur votre site. Quelle est son importance ? Merci Madame. Tout d'abord, il convient de signaler que c'est la 20e édition de ce rapport. C'est ça. Depuis 2004, la Cour des comptes, comme institution supérieure de contrôle, qui adhère aux bonnes pratiques internationales en matière d'audit et contrôle des finances publiques, publie les résultats de ces audits et les met à disposition du citoyen et des parties prenantes vives de la société, les parlementaires, les médias, les académiques et bien entendu un certain nombre d'ONG intéressées par la gestion des deniers publics. Donc c'est un rapport cette année, comme vous l'avez bien dit, qui concerne 2022-2023 jusqu'à fin octobre. C'est une synthèse en fait d'un certain nombre de missions juridictionnelle, parce que brièvement, comme vous le savez très bien, la Cour des comptes a une fonction juridictionnelle. Elle juge les comptes des services de l'État, les comptes des organismes publics en général, et elle prononce des quitus ou des débits, donc sous forme pécuniaire, mais aussi elle a un rôle de sanction en matière de discipline budgétaire et financière en cas de manquement aux règles qui gèrent les finances publiques en général. Et elle a en parallèle aussi une grande mission de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de la gestion et d'évaluation des projets et programmes publics. Oui. C'est l'audit de performance. Oui. Est-ce que les deniers publics sont gérés d'une façon optimale? C'est le gardien du temple des deniers publics. On peut dire ça. On peut dire Dans ça. tout pays, la Cour ou l'institution supérieure de contrôle est le gardien ultime du temple des finances publiques. Des finances publiques. Alors, je sais qu'avant la publication du rapport, il y a un long travail, il y a des missions, des investigations, des audits. Sur quels éléments, quelles données vous basez-vous pour élaborer ce rapport ? Tout d'abord, nous essayons d'appliquer dans notre travail les normes internationales, parce que nous avons une organisation internationale mère qui édicte un certain nombre de normes. Et ces normes-là qui s'appliquent à l'audit public concernent très schématiquement la planification, l'exécution de la mission d'audit et le reporting. Donc ça, c'est le processus. Nous avons en matière de programmation fait un programme pluriannuel sur 5 années qui couvre la période 2022-2026. Oui. C'est une approche qui a fait la contribution de tous les magistrats des juridictions financières au niveau central, mais au niveau régional également. Et nous avons identifié un certain nombre de problématiques à haut risque. Donc, et nous essayons de décliner ce programme pluriannuel d'une façon annuelle, tout en gardant une certaine flexibilité pour l'agrémenter d'un certain nombre de sujets d'actualité. Donc nous suivons de près les zones à risque. C'est ça la base principale de programmation. Parce que les institutions sont nombreuses, parce que c'est tous ceux qui bénéficient de fonds publics. Comment vous faites pour choisir que cette année, vous allez travailler sur tel ou tel office ou institution ou organisme comment se déterminent les priorités? Parce que les missions peuvent durer plusieurs mois, voire une année. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'est une question qui est commune à toutes les ISC à travers le monde. On ne peut pas auditer
chaque année tous les organismes publics et nous appliquons une méthode d'audit basée sur les risques. C'est-à-dire grâce à un système de veille permanent et de spécialisation, nous avons des chambres spécialisées dans un certain nombre de secteurs qui scrutent de près les risques, les grands risques, les évolutions, les programmes, les conventions qui sont passées dans ces secteurs-là. Et au vu des enjeux, des risques d'un suivi de l'environnement, y compris médiatique, les rapports d'activité, etc., propose des missions à haut risque. Mais nous essayons aussi d'équilibrer, c'est-à-dire de ne pas aller dans un même type d'organismes publics, d'être équilibré entre ministères, établissements publics à caractère administratif, sociétés d'État, collectivités territoriales, bien entendu ça en type d'organisme public, mais il y a aussi d'autres compétences, comme vous dites, parce que nous avons aussi cette compétence constitutionnelle d'auditer, par exemple, les partis politiques et les syndicats qui reçoivent des aides publiques. Oui, alors... toujours concernant la méthode de travail et de collecte des données d'investigation, qui se charge de ces investigations? Est-ce que ceux qui se chargent sont tous des magistrats? Essentiellement, ce sont des magistrats. Nous disposons au sein des juridictions financières actuellement de quelque chose comme 400 magistrats auditeurs. D'accord. C'est une précision qui mérite d'être éclaircie, dans la mesure où nos magistrats financiers ont souvent un background qui n'est pas nécessairement juridique, mais qui peut être économique, d'ingénierie, de médecine, voire d'autres disciplines, même du journalisme, je peux dire. Et donc, ça nous offre une grande pluridisciplinarité au sein de nos équipes et ça nous permet... En fonction de la nature des organismes audités. Des organismes à auditer, des enjeux, des axes. Et nous avons ce potentiel in-house, c'est-à-dire à l'intérieur de la Cour des comptes. Nous avons la possibilité de recourir à l'expertise quand il le faut, quand il y a des sujets d'une grande technicité, et nous n'hésitons pas à le faire. D'ailleurs, la loi nous permet de recourir à cette expertise-là. Et effectivement, il y a une phase de planification qui dure plusieurs mois, une phase d'exécution sur le terrain, qui dure également 4, 5, 6 mois, et une phase de reporting qui se déroule en respectant le principe du contradictoire, c'est-à-dire nous n'écrivons pas nos rapports et nous les publions. Il faut contredire les observations et les findings en anglais, c'est-à-dire avec les audités. Nous recevons leurs réponses, nous les traitons et nous délibérons d'une manière collégiale. Il n'y a aucun travail de la Cour, que ce soit un arrêt, un jugement ou bien un rapport qui est réalisé par une seule personne. La collégialité est une caractéristique fondamentale des juridictions financières. Bien entendu, à la fin, nous publions les résultats de nos travaux pour informer le citoyen sur la manière avec laquelle les deniers publics ont été utilisés, que ce soit les dépenses, mais aussi les recettes. Les recettes. Alors, cela fait 20 ans que ce rapport est publié. Tout à fait. J'imagine, vous l'avez dit vous-même, vous avez acquis la Cour des comptes et les magistrats et les auditeurs une expérience, une expertise. Qu'est-ce qui a changé dans la démarche de l'élaboration du rapport ces dernières années ou cette année? D'accord. Avec les nouvelles technologies. Tout à fait. Déjà, vous allez constater que cette année, nous avons un rapport 2022-2023. C'est-à-dire nous essayons d'être le plus à jour possible. Ce rapport, avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était l'année d'avant. Décalé. L'année d'avant. Maintenant, nous avons étudié, fait un benchmark international. Nous avons trouvé que beaucoup d'ISC majeurs à travers le monde, je cite le GAO américain, le NAO britannique, la Cour des comptes française. À titre d'exemple, ils publient le rapport jusqu'à l'année. Ceci est devenu possible justement, comme vous l'avez si bien dit, grâce au développement de la digitalisation et de la numérisation, d'une part, et puis nous avons constaté une plus grande réactivité de nos parties prenantes. C'est-à-dire les départements ministériels répondent avec une grande célérité, même le chef du gouvernement répond à nos projets d'insertion et à nos rapports. Et ça nous permet de donner aux citoyens et aux parlementaires, parce que n'oublions pas que conformément à la Constitution, les parlementaires contrôlent les politiques publiques. Et la Cour des comptes est, à travers le monde, un des alliés principaux des parlements pour exercer ce contrôle parlementaire. Alors c'est très important le fait de décider que le rapport annuel de la Cour des comptes soit accessible au grand public. N'importe quel citoyen marocain ou même n'importe quelle personne de n'importe quel pays peut
Oui. trouver le format intégral Tout à fait. ou bien le résumé sur le site de la Cour des comptes. Tout à fait. Pourquoi cette décision dans un souci de transparence? C'est une grande évolution qui a été portée par le Code des juridictions financières, la loi 62/99. Et c'est pour ça qu'on publie notre rapport depuis 2004. Et tous les rapports, vous pouvez les visualiser, les télécharger à travers le monde à partir de notre site web, et souvent en plusieurs langues. C'est-à-dire, franchir ce pas, c'est un indicateur de confiance et de maturité de l'institution et des institutions nationales. C'est-à-dire, on a dans le benchmark plusieurs ISC à travers le monde qui ne publient pas le rapport, ou bien qui se contentent d'un rapport d'activité. C'est-à-dire, mais les résultats de l'audit, c'est très important de les partager et de les divulguer aux citoyens, qui est lui-même le contribuable. Et il a droit de regard sur la manière avec laquelle ces taxes et ces impôts ont été dépensés. C'est un indicateur de démocratie? De démocratie, effectivement, et de transparence, parce que la transparence va de pair avec des institutions fortes et des États qui sont stables. Alors, avant de passer au rapport de 2022-2023, on va parler des 12 cours régionales des comptes, parce qu'il y en a 12, qui sont un peu le prolongement. C'est ça, ils sont le prolongement c'est le même fonctionnement. Et est-ce qu'il y a une remontée d'informations de ces cours? Très bien. C'est une bonne question. C'est-à-dire, la Cour des comptes et les cours régionales des comptes, les 12 forment ce qu'on appelle les juridictions financières. Oui. D'après la Constitution, les cours régionales des comptes sont indépendantes. Leur domaine d'intervention est différent de la Cour centrale. La Cour centrale, c'est tout ce qui est État et établissements publics à caractère national. Les cours régionales des comptes, c'est les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère local et territorial. Maintenant, il y a une coordination, justement, qui s'opère entre la Cour et les cours régionales des comptes pour maximiser l'impact d'ensemble, et nous faisons également des missions conjointes entre la Cour et les cours régionales. L'idée, c'est que tirer profit du potentiel de ces cours régionales qui sont beaucoup plus proches du territoire, qui connaissent les réalités et qui constituent pour nous un observatoire concret de ce qui se déroule, les déclinaisons des programmes et projets publics au niveau territorial et local. Et donc ce rapport-là, effectivement, fait la quintessence des travaux et de la Cour et des 12 cours régionales de comptes. Oui. Pourquoi 12? Tout simplement parce qu'il y a 12 régions au Maroc. Tout simplement, actuellement, chaque région est dotée d'une cour régionale. Oui. Alors, on a parlé brièvement des missions. On n'a pas parlé de toutes les missions. Vous en avez 7. Vous en avez cité quelques-unes. D'accord. Si vous voulez, on peut revenir dessus. Les 7 missions principales de la Cour des comptes. En tout cas, les missions de la Cour des comptes, j'ai parlé de tout ce qui est contrôle juridictionnel, à la fois vérification et jugement des comptes des organismes publics, mais aussi discipline budgétaire et financière au sein de la Cour. La Cour constitue une juridiction d'appel des jugements au niveau des cours régionales des comptes et au niveau des chambres. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, nous avons une compétence en matière de réception et de contrôle des déclarations obligatoires de patrimoine. Ça, c'est important. Les déclarations obligatoires de patrimoine, ça fait depuis 2010. Tout à fait. Depuis 2010. En quoi cela consiste? Alors, tout simplement, c'est un mécanisme pour augmenter la transparence et la reddition des comptes au sein de tout État. Et le législateur marocain a chargé la Cour des comptes de s'acquitter de cette tâche, c'est-à-dire nous avons, d'après la loi, un certain nombre de responsables publics qui ont l'obligation de déposer leur déclaration de patrimoine. De moyens responsables. Voilà, ça c'est un aspect discutable, très intéressant, parce que c'est bien d'aller à un niveau relativement bas, mais ça devient fastidieux. Mais ça devient fastidieux. Nous avons actuellement des centaines de milliers de déclarations et la Cour est en train d'élaborer un rapport d'ensemble de ce bilan depuis 2010 pour justement identifier les axes d'amélioration de ce mécanisme de contrôle de déclaration obligatoire de patrimoine, parce que la finalité, c'est de suivre un peu l'évolution anormal du patrimoine d'un certain inexpliqué. Dans l'enrichissement. L'enrichissement illicite, c'est une piste aussi pour détecter cet aspect-là. Oui. Nous avons d'autres compétences qui sont, par exemple,
le contrôle des finances des partis politiques. Oui. Parce que l'État, au Maroc, notre pays a choisi la transparence, c'est-à-dire c'est l'État qui finance le fonctionnement des partis politiques, les campagnes électorales. Et donc, Vous ne contrôlez que la partie financière qui est octroyée par l'État. Essentiellement, essentiellement la partie financière et les comptes de ces partis politiques-là, quelles que soient leurs ressources. Les comptes, parce qu'ils ont l'obligation de faire, c'est-à-dire de présenter leurs comptes à la Cour des comptes, et nous constatons une bonne évolution dans ce sens-là et beaucoup plus de transparence. Voilà. Nous avons aussi d'autres responsabilités, le suivi des recommandations, parce que les recommandations de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, ce sont des milliers, et nous assurons qu'il y ait un suivi et nous rendons compte sur le résultat de l'implémentation de ces recommandations. Et plus récemment, nous en sommes à la 2e année maintenant, nous suivons un certain nombre de grands chantiers stratégiques. Cette année, comme l'année dernière, nous en avons choisi 5. C'est la protection sociale, c'est la réforme du système d'investissement, c'est la réforme du portefeuille public des établissements et entreprises publiques, la déclinaison du chantier de la réforme fiscale et enfin la performance au sein des finances publiques. D'accord. Alors, quels sont, je sais que c'est difficile d'aller dans le détail, mais les grands points importants de ce rapport de 2022-2023 sur ces 5 chantiers que vous avez choisis? Alors, grosso modo, concernant ces 5 chantiers, qui ne sont pas uniquement ce qu'on a fait, ce n'est qu'une composante. Pour ces chantiers, la Cour a constaté qu'il y a des avancées, mais qu'il reste quelques aspects à développer davantage. Je citerai un exemple, par exemple la réforme du portefeuille public. Nous avons constaté que la vitesse d'avancée de ce chantier mérite d'être boostée davantage, justement parce qu'il y a de grandes attentes. Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, a cité cet axe-là comme un chantier principal, et nous, c'est-à-dire tout le monde, attend beaucoup de la réforme de ce portefeuille public pour rendre les établissements et entreprises publiques beaucoup plus efficaces et efficientes et créatrices de valeur ajoutée. Ça, c'est un aspect. Mais nous avons beaucoup d'autres missions, c'est-à-dire pour cette année, nous avons opté de faire part aux citoyens d'une vingtaine de missions. Ça va de la valorisation des barrages jusqu'à l'emploi des jeunes, en passant par les bureaux municipaux d'hygiène, les programmes de développement territorial et les conventions au niveau régional. Donc, chaque année, nous essayons d'apporter de la nouveauté. Et souvent, les problématiques sont structurelles. Nous les scrutons, nous identifions les bons aspects, mais aussi les axes d'amélioration. Nous faisons des recommandations et nous suivons. Oui. Voilà. Alors, vous faites des recommandations, vous faites des suivis, mais vous êtes une cour. Donc, quand il y a des infractions, quand il y a des dysfonctionnements, vous prenez des mesures. Alors, ces mesures, il y a différents niveaux de mesures. Tout à fait. Alors, il y a des fois où ça peut aller jusqu'au pénal, on va en parler, mais quand ce sont des infractions qui sont des dysfonctionnements, quelle est la procédure? Alors, au niveau de notre pays, la Cour des comptes, en tant qu'institution supérieure de contrôle et d'audit, a cette casquette, si j'ose dire, un peu de juridiction, et avec un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction se manifeste essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en s'acquittant de la tâche ou de la mission du contrôle juridictionnel des comptes des organismes publics. Pour faire simple, s'il y a c'est-à-dire un trou de caisse au niveau de la gestion d'un comptable public, la Cour prononce ce qu'on appelle un DB. Et le comptable public a l'obligation de rembourser le manque à gagner ou le trou de caisse dont j'ai parlé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le DB. Souvent, c'est des quitus, parce que quand même, nos comptables publics sont en général intègres. Mais il y en a certains, s'il arrive qu'on trouve certains qui ont des irrégularités, qui n'ont pas fait des tâches de recouvrement correctement, qui ont laissé passer des recettes publiques, la Cour sanctionne. Donc ce qu'on appelle les DB. Il y a aussi une fonction de ce qu'on appelle la discipline budgétaire et financière. La Cour
nous avons une chambre, nous avons un parquet général du roi. Près la Cour des comptes, nous avons un procureur général du roi, nous avons des procureurs du roi auprès de toutes les 12 cours régionales. Et ces procureurs du roi font des déférés, saisissent les chambres de la Cour, voire font des dénonciations auprès du président du ministère public pour les cas d'infraction à caractère pénal. Oui, dans ce rapport, cette année 2022-2023, vous avez épinglé ou trouvé 18 infractions pénales. 18 dossiers à caractère pénal. Quand est-ce qu'on parle de caractère pénal? Quand est-ce que ça atteint le pénal? Ça atteint le pénal. Justement, c'est le rôle du parquet général. C'est lui qui qualifie les infractions qui sont, pour les 18 cas dont vous avez parlé, ils ont tous été déférés par des saisines internes, c'est-à-dire c'est les chambres de la Cour et qui ont saisi le parquet général, bien que la loi prévoit à ce que d'autres autorités puissent saisir la Cour. Oui. Mais à part cette année, c'est le ministère de l'Intérieur qui a saisi les cours régionales pour un certain nombre de cas de discipline budgétaire et financière. C'est essentiellement les chambres de la Cour qui la saisissent. Et ça aboutit à c'est-à-dire un procès carrément très qui peut similaire. Aller jusqu'à l'incarcération. Non, ça justement, une petite précision, c'est pas l'incarcération, c'est des amendes. C'est précisé dans la loi, c'est des amendes. Et dans le cas des hauts responsables, quand il y a de grands dysfonctionnements ou de grands détournements de fonds... Voilà. Il y a des nuances ici. Quand il y a des dysfonctionnements dus à un non-respect de loi ou de réglementation, par exemple qui gère la commande publique, les marchés publics, les recrutements, ce n'est plus ça, de votre c'est au sein de la Cour des comptes. C'est la discipline budgétaire et financière, des amendes et même des restitutions. Mais quand il s'agit d'infractions à caractère pénal, nous avons un parquet général qui analyse ça et qui n'hésite pas à saisir le président du ministère public près la Cour de cassation pour enclencher la procédure pénale. Alors, avant de passer à la dernière question, grosso modo, ce rapport 2022-2023 par rapport au précédent, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un peu plus de transparence, qu'il y a une meilleure gouvernance des deniers publics, des fonds publics ou pas? C'est très difficile de comparer une année, c'est-à-dire une gestion d'un pays et dire qu'il a évolué. Nous constatons qu'il y a des améliorations dans certains aspects. J'ai parlé tout à l'heure d'une grande évolution en matière de transparence dans les comptes des partis politiques, par exemple. Il y a une certaine vigilance et nous publions aussi des résultats de ce qu'on appelle les leçons. Nous avons un rôle pédagogique, c'est-à-dire les infractions récurrentes. Nous en faisons état aussi dans ce rapport pour que les gestionnaires les évitent dans l'avenir. Nous constatons aussi dès l'enclenchement de nos missions qu'il y a des restitutions qui s'opèrent avant la fin du processus. Donc il y a un travail préventif et concomitant durant le processus. Et bien entendu, à la fin, c'est difficile de juger, mais dans l'ensemble, nous constatons que les gestionnaires publics sont de plus en plus conscients du devoir de reddition des comptes et que la responsabilité va de pair avec la reddition des comptes, qui est un principe constitutionnel. De toute façon, il y a un suivi de vos recommandations, parce que ce n'est pas une fois que vous recommandez, vous faites le suivi de ce que vous faites. Il y a un volet très important qui apparaît dans le rapport, c'est celui de la coopération internationale, parce que vous êtes de plus en plus dans la coopération internationale et de la transparence financière. Comment se décline cette coopération? Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'elle concerne exclusivement le continent, les pays du continent, ou est-ce que cela va au-delà? La Cour des comptes a toujours eu de très bonnes relations de coopération internationale. Avec son environnement régional, c'est-à-dire maghrébin, arabe, pays arabes, mais aussi africain, mais aussi dans le monde occidental. Et l'expérience marocaine est très sollicitée, scrutée. Nous avons reçu des délégations qui viennent d'Afrique du Sud, de Chine, des États-Unis, Royaume-Uni, des pays scandinaves, voire en Indonésie. Donc, historiquement, on a été très ouverts et nous avons beaucoup profité de ces échanges-là. Parce que les bonnes pratiques sont fondamentales dans le métier des juridictions financières. Et d'ailleurs, le knowledge
knowledge sharing, le partage des connaissances, est un des 4 axes stratégiques de l'INTOSAI, qui est l'organisation mère des cours des comptes à travers le monde. Et la Cour marocaine est un acteur déterminant dans cette contribution-là pour partager le savoir et les expériences. Merci beaucoup Mohamed Kamal Daoudi, rapporteur général de la Cour des comptes, pour cet éclairage sur le rapport annuel de la Cour des comptes que vous pouvez, chers téléspectateurs, consulter sur le site de la Cour des comptes, soit intégralement, soit le résumé. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.